La bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archives. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Boycotté par les grands réseaux de distribution, le film a été très peu vu en France. Est-ce que vous avez vu le film La bataille d'Alger? Magnifique, magnifique. C'est proche de la vérité comme on ne peut pas mieux faire, et c'est remarquablement joué. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. On nous a dit qu'il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats. Et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. J'avais donné des ordres en disant, mes hommes, vous agirez à bloc contre les vrais poseurs de bombes, et si ça vous sont les bombes, interrogez-les durement. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je ne pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, j'ai dit, le responsable du régiment, c'est moi. L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers mis à ma disposition par Massu, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms, pour que ça ne leur retombe pas dessus. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger? Oui, oui. Ah, ton escadron de la mort. On tient le type qui veut poser les bombes, on le secoue pour qu'il donne tous les renseignements qu'il peut donner. Et puis s'il ne peut pas tout donner, à force, il a fini. Mais celui-là, on n'en sortira rien. Voilà. Donc vous faisiez disparaître? Et il disparaît. On m'a pas rendu 4000 lorsqu'au mois de septembre 1957, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyer les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant au Sarès. Dans son livre, il justifie ouvertement l'usage de la torture comme une arme de la guerre antisubversive. C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général Lopez Offranc, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, Lopez Offranc est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios, había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así del tipo subversivo, sino conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, en el infante con el fusil, el yal, el tanque, el cañón, pero no habíamos pensado en el hombre armado de un cuchillo o armado de una soga para estrangular a alguien. Así que se aprendió, con la sangre se aprenden muchas cosas. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret.
L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Ofranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. ¿Y eran oficiales de todo el continente? De todo el continente, inclusive norteamericanos. Todo el continente americano, norte y sur, todos estuvieron en la Escuela de Guerra nuestra. Yo fui el director del curso y Van Tres, que especialmente fue un colaborador muy directo conmigo. Eso provocó un cierto celo de parte de los Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos quería que se fueran los franceses. No quería que estuvieran los franceses, ellos no sabían nada de guerra revolucionaria. Estaban aprendiendo junto con nosotros. Aníbal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Y la verdad que no son recuerdos agradables, porque también lo viví en carne propia. ¿Quién la presentó esta película en la Escuela Naval? Bueno, nosotros ahí éramos cadetes y la dieron, bueno, creo que era el jefe de estudios con el capitán militar, que estaba destinado en la Escuela Naval, o sea que había un acompañamiento desde el punto de vista religioso. El capellán justificaba los métodos de la batalla de Algeciras. Se justificaban, claro. La tortura incluida. Sí, aparte... No se veía como un problema moral, se veía como una herramienta de combate. Acá en la Argentina un sector de la iglesia jerárquica avaló todo eso, acompañó, digamos. Yo creo ahora que esa película fue dada como para ir preparando a los cadetes a un futuro de operaciones totalmente diferentes a lo que uno había entrado a la Escuela Naval, ¿no? A la guerra regular. Y esa guerra irregular, digamos, como que la estaban introduciendo de a poco en forma para que se acostumbrara, digamos, el sujeto a ese tipo de metodología, ¿no? Que se iba a utilizar obviamente más adelante. Es decir, que bueno, acá no nos preparaban para la guerra contra un enemigo exterior, sino para tareas policiales, contra la población civil, que en definitiva forma parte, digamos, de última, los enemigos. 1961. Le commandant Ossarès est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossarès, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. C'est-à-dire aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. At that time, you considered that French had more experiences in counterinsurgency, for instance, than American people? Oh, there's no question about it. We had no experience in this. We called in people from France. We read their books. We read the experiences there to try to learn as much as possible. What kind of books, for instance, did you read? The Tronquier's book. Now, we got Tronquier's La Guerre Moderne. We got this at Fort Bragg in 1961 in draft. And Paul Ossarès, it was sent to him. He had worked for Tronquier. And we went over it in detail. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah, ben, ils sont partis, sont allés au travail. Et au Vietnam. Et j'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fort Bragg ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, c'était une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment? Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet. Considérablement. Si se comparan los reglamentos, ¿cuáles son las similitudes, ¿no?, de lo que hicieron los franceses en Algeria, por ejemplo? Yo diría que es una copia, yo diría que no hay diferencia. La influencia francesa fue la que
la que guió nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después, ¿no? Que fue lo que aplicamos después. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. L'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, en surcroît, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression, notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega. Donc sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la Triple A, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade, c'était « bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur ». Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Guen, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Yo tengo la impresión que el gobierno francés de aquella época, yo hablo del proceso, ¿no? Apoyaba mucho a lo que estaban haciendo ustedes. Es decir, yo le diría así, Francia, a nivel de los gobernantes, el máximo nivel de conducción nos apoyaba, pero en la ejecución abajo, contra los derechos humanos ha sido muy difícil, y contra la opinión pública. El mundo está lleno de hombres proclives a tener una idea progresista, un centro izquierda, socialista. Pero los ministros, lo que me contó de Poniatowski, ¿cómo fue exactamente, para lo que yo sepa, cómo fue lo de Poniatowski, que era ministro del Interior como usted? Poniatowski se apareció acá en Buenos Aires y vino con cartas prácticamente con cartas credenciales, digamos, de que venía el nombre del ejército francés para establecer relaciones coordinadas, para intercambiar información, y yo hemos intercambiado. ¿En la lucha antisubversiva? En el momento de la lucha antisubversiva.